Très bien, merci beaucoup aux organisateurs du colloque et puis à Laurent Maurras, au docteur Laurent Maurras, de m'avoir invité parce qu'on pense effectivement qu'une technique particulière, la simulation en santé, pourrait être utile pour aider aux soins, au personnel en santé. Et donc, j'ai le plaisir de diriger l'unité de simulation, de pédagogie par la simulation de la faculté de médecine de Strasbourg, l'université de Strasbourg, qui regroupe l'ensemble des spécialités médicales. Et on verra, ils ont choisi de mettre un psychiatre à la tête de cette unité pour les raisons que je vais vous exposer. Alors effectivement, les médecins, c'est pas tellement étonnant, effectivement, comme le disait le professeur Truchot, qu'ils soient un petit peu en difficulté parce qu'on leur demande, et les personnels de santé beaucoup aussi, non seulement d'être cliniciens comme auparavant, mais d'être aussi un très bon technicien, scientifique, acteur éthicien, organisateur, manager d'une équipe de soins. Et ça fait beaucoup de domaines finalement où les médecins peuvent se retrouver en difficulté dans leur vie professionnelle. Alors la médecine fait face d'abord à des évolutions techniques, avec des techniques beaucoup plus complexes pour le soin, et puis aujourd'hui à une évolution aussi des pathologies auxquelles on s'adresse. C'est plus seulement sauver les personnes, mais c'est les accompagner sur un parcours de soins au travers des pathologies chroniques. Et évidemment, ça modifie de façon profonde les exigences et les compétences qui sont demandées au personnel en santé. D'ailleurs, la relation au patient a changé. On est passé d'une relation très duelle dans le secret du cabinet à une organisation non seulement centrée sur le patient, mais même où le patient aujourd'hui est pleinement acteur de ses soins. Et donc ça va effectivement obliger les personnels en santé, les médecins et toutes les autres professions de santé, à acquérir des compétences aussi relationnelles importantes, non seulement avec les patients, mais avec leur entourage et avec toute l'équipe de soins qui va graviter, toute l'organisation du soin qui va graviter avec le patient. Alors évidemment, il y a nécessité d'apprentissage innovant, puisque si on a toujours bien su finalement, je pense, permettre l'acquisition des savoirs, aujourd'hui on demande aussi, mais qu'est-ce que vous savez faire et finalement comment vous savez le mettre en place et entrer en relation avec les autres personnes qui travaillent avec vous. Et c'est pas si évident parce que, comme le montre ce petit dessin là, que j'aime bien, c'est le petit garçon qui dit j'ai appris à mon chien à siffler. Il dit, le copain dit moi je l'ai pas entendu siffler. Il dit attends, je t'ai dit que je lui avais appris, je t'ai pas dit que lui avait appris. Et on voit que pour les savoir-faire, il va y avoir nécessité finalement de mettre en place d'autres types d'apprentissage. C'est la même chose pour ce qu'on appelle le savoir-être, c'est-à-dire finalement les compétences relationnelles que l'on va devoir mettre en place, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est pour ça que la conférence des doyens de médecine a décidé de mettre en place un accent particulier et de développer la simulation en santé. Alors, pour ceux, j'ai vu que c'était des méthodes qui commençaient à être développées dans certaines de structures qui sont centrées sur les soins professionnels de santé, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire un petit détour par la simulation. Alors la simulation, c'est issu un petit peu de ce qui est fait dans l'aéronautique depuis longtemps, ou dans le nucléaire. C'est plus récent dans le domaine de la santé, c'est surtout les anesthésistes réanimateurs qui l'ont mis en place, parce que on pense surtout à des simulations techniques, c'est-à-dire comment savoir bien faire une ponction lombaire, une intubation trachéale, au travers d'un geste répété, accompagné par quelqu'un qui sait, mais de manière extrêmement répétée pour posséder au mieux le geste. Aujourd'hui, ça se développe dans les compétences
pluridisciplinaire et pluriprofessionnel, et même plus que interdisciplinaire et interprofessionnel, c'est-à-dire comment on apprend à travailler avec les autres disciplines médicales, y compris avec les psychiatres. Je sais bien que c'est un effort important pour les autres spécialités, mais j'espère vous montrer qu'on peut avoir une place effectivement dans ce dispositif, et puis avec les autres professionnels de santé. Et puis le dispositif que je développerai un petit peu, c'est celui qu'on appelle le dispositif des jeux de rôle. Et alors, effectivement, pour un apprentissage des compétences techniques, alors là, je ne sais pas comment la lancer. Bon, c'est une simulation en fait de cholécystectomie qui montre comment on peut, de façon très précise, simuler un geste technique complexe. Alors, c'est pas récent, puisque la première qu'il a fait, c'était Madame de Coudray, qui était une accoucheuse qui était venue se former à Paris. Elle venait du centre de la France, et le roi, alors je crois que c'est Louis XVI, lui avait proposé de pouvoir enseigner aux autres sages-femmes, et elle avait développé, vous voyez, un bassin artificiel avec des petits bébés pour mieux apprendre finalement à enseigner et à être en compétence par rapport aux accouchements pour les accoucheuses. Alors ça, c'est les gestes techniques. Pour le relationnel, on va développer ce qu'on appelle les jeux de rôle. Alors finalement, vous allez me dire, mais est-ce qu'on est bien en âge de jouer ? Mais oui, parce que tous les apprenants vont jouer du plus petit des hommes, du plus jeune des hommes, où il va apprendre finalement à maîtriser le monde qui l'entoure le mieux possible, un petit peu comme le chat apprend avec la pelote de laine pour savoir chasser ensuite les souris. Et on voit nos petits-enfants, effectivement, au travers de jeux pendant lesquels vous allez les accompagner, eh bien, entrer en meilleure possession du monde qui les entoure d'un point de vue manuel, mais aussi de pouvoir un petit peu plus tard, quand l'enfant grandit, eh bien, mieux comprendre les enjeux en se mettant à la place de quelqu'un d'autre, et comme de la maîtresse par exemple, ou du docteur, et aussi de pouvoir comprendre ce que peut penser l'autre, donc déjà se mettre à la place de l'autre dans ce jeu symbolique, et pouvoir maîtriser une situation complexe qu'il n'a pas forcément pu maîtriser la première fois qu'il l'a fait dans le réel. Et donc il va mettre en jeu cette situation pour pouvoir mieux la comprendre et mieux la maîtriser. Alors un petit peu plus tard, évidemment, ça va être les jeux sociaux où on va apprendre, comme au Monopoly ou plein d'autres jeux, à occuper une position sociale, comprendre le rôle qui nous est assigné dans un dispositif complexe. Alors vous allez dire, mais c'est un jeu, oui, mais c'est un jeu sérieux, c'est-à-dire vous avez qu'à tricher au Monopoly ou au poker, vous allez voir comment les autres vont réagir et les conséquences qui vont exister. Et d'ailleurs, la petite fille qui joue à la maîtresse, quand vous l'interrompez, et que vous faites un trait d'humour, elle ne va pas du tout apprécier, parce que pour elle, elle est vraiment dans le jeu. C'est un jeu qui existe vraiment, où elle va mettre en jeu la situation réelle. Et puis aujourd'hui, évidemment, les jeux numériques, où là aussi, on peut voir un petit peu... Alors j'ai essayé de mettre en parallèle les jeux classiques et le jeu qu'on peut apprendre en simulation, où effectivement, maintenant, il y a des simulations numériques de situations cliniques complexes. Et c'est pour ça qu'à côté de l'homo sapiens, l'homme du savoir, à côté de l'homo faber, de celui qui fabrique, qui fait, eh bien, on va décrire l'homo ludens, qui est l'homme qui joue, mais qui joue pour apprendre. C'est pas le jeu pour libérer son énergie, ou pour se donner le frisson, comme dans les grands 8, ou pour un jeu compétitif comme le tennis. Là, c'est vraiment le jeu pour apprendre le monde qui nous entoure. Alors, dans les séances de simulation,
elles vont se dérouler de manière... Enfin, il y a un schéma assez classique avec ce qu'on appelle le briefing, c'est-à-dire la mise en jeu du scénario, de la situation que l'on souhaite mettre en jeu. Alors, ça peut être une intervention chirurgicale, ça peut être une consultation d'annonce du diagnostic, enfin, toutes les situations médicales que vous pouvez faire. Ensuite, on va faire la situation, jouer la situation. Donc, ça, c'est la phase de jeu proprement dite. Et puis, il va y avoir la phase qui est extrêmement importante de ce qu'on appelle de débriefing, c'est-à-dire de reprise de ce qui a été joué et de compréhension de ce que les personnes ont pu vivre dans la situation qu'ils avaient à jouer. Alors on va d'habitude commencer par les personnes qui ont été les plus émotionnellement impliquées, donc les personnes soignantes, et puis ensuite les personnes qui assistaient au jeu sans jouer eux-mêmes. Et c'est pour ça que souvent on a des dispositifs avec des glaces santin ou avec des retransmissions audio-vidéo pour que la situation ressemble le plus possible, soit assez authentique et ressemble le plus possible à la situation clinique habituelle, sans être gêné par les autres apprenants. Et donc c'est là qu'on va pouvoir justement essayer de comprendre ce qui s'est mis en place, de pouvoir aussi comprendre comment on aurait pu faire différemment. Sans jugement particulier. C'est vraiment un essai, en tout cas dans la simulation d'apprentissage, un essai de compréhension, d'explicitation de ce qui a pu se passer. Donc ce dispositif, bien sûr, apparaît un peu systématique, mais les modalités de mise en jeu sont extrêmement variées. D'abord, on peut ce qu'on appelle le fishbowl, c'est-à-dire qu'il y a quelques joueurs qui vont mettre en jeu la situation face à un grand nombre d'apprenants, un peu comme quand vous regardez un bocal de poissons. Mais on peut le faire aussi en petits groupes, les uns à côté des autres, en tournant par exemple le rôle que la personne va jouer. Et c'est la possibilité aussi dans le jeu de se mettre vraiment, je dirais, à la place de l'autre, ce qu'on ne peut jamais faire dans la réalité professionnelle. Et donc de pouvoir saisir, d'avoir cette empathie dans le sens où on peut pas se mettre, pas vivre les choses à la place de l'autre, mais essayer de comprendre mieux ce que l'autre peut vivre dans la situation qu'on joue. Et puis évidemment avec les jeux numériques, eh bien ça peut se faire aussi en solitaire, mais il y a des jeux numériques qui peuvent se faire aussi en collaboration. Le lieu aussi peut être très varié. Alors je donne un certain nombre d'exemples pour montrer l'étendue des modalités de mise en place du dispositif, mais ça peut être in situ, c'est-à-dire sur les lieux même où la personne va exercer son activité professionnelle, mais aussi ce qu'on appelle off-site, c'est-à-dire dans une unité de simulation ou dans d'autres lieux non spécifiques professionnels. Les joueurs peuvent être variés aussi, puisque ça peut être les apprenants qui jouent, qui vont jouer leur rôle, ou le rôle des autres personnes impliquées, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle des patients standardisés, où les personnes vont apprendre à jouer un rôle spécifique. On va le voir dans le dispositif dont on va parler juste après, ça peut être celui qui va jouer le médecin qui est malade. Et puis les patients experts, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, je pense que c'est aussi des patients qui peuvent être impliqués dans la simulation. Alors comment, par exemple, moins dans le jeu, je dirais, parce que c'est quelque chose à manier avec précaution quand même, l'implication des patients experts. On ne sait jamais à quoi ça nous expose et à quoi ça expose nos patients aussi. Et eux ne savent pas non plus à quoi ça peut leur exposer. Je pense à un patient, par exemple, qui est remis de son cancer. Eh bien, il va être patient expert, et puis un jour, il va peut-être faire une rechute ou faire un autre cancer. Quel va être l'impact de ce qu'il a mis en place dans la simulation? La même chose, évidemment, en psychiatrie. Donc, c'est quelque chose qui est sûrement utile, mais sûrement à réfléchir avec attention. Alors, c'est en quoi ce dispositif très général de pédagogie, de formation par la simulation, peut être utile au dispositif de soins aux professionnels de santé. C'est un petit peu la question qu'on s'est posée avec Laurent Moraz. Et on pense que oui, ça peut être à deux niveaux différents.
d'abord, ça peut être utile pour former les équipes de soins auprès des personnels soignants. Parce que ce n'est pas tout simple quand même de se frotter au personnel soignant. Je dirais c'est comme dans l'éducation, discuter avec des maîtres d'école ou des enseignants. Et bien là, c'est un petit peu plus difficile, peut-être particulièrement difficile, de soigner des soignants. Évidemment, le dispositif de simulation peut permettre de traiter un certain nombre de questions particulières. Le patient qui va être méfiant, qui sait tout, qui va chercher à vous séduire, à mettre en échec le dispositif, qui n'y croit pas. Et puis aussi de travailler sur les modes de réaction que l'on peut avoir, parce qu'on va se retrouver aussi un petit peu dans une relation en miroir, peut-être aussi avec le soignant qu'on va avoir à prendre en compte. Et donc là, on voit un certain nombre de réactions qu'on peut avoir, et donc les mettre en jeu de manière simulée, structurée et voulue pour justement travailler ces questions de façon spécifique et peut-être à amener donc une meilleure compétence, un meilleur sentiment d'être en main, d'être en main de la situation pour les équipes soignantes, et aussi de travailler du coup quelque chose qui est évidemment toujours important, mais là peut-être d'autant plus important, de pouvoir organiser, mettre en place un travail en équipe, de partager les rôles. Voilà, donc le rôle auprès des soignants. Et puis, le deuxième effet possible, c'est celui de former les médecins patients. C'est-à-dire que les médecins qui se retrouvent en difficulté, ça peut être aussi parce qu'ils ne se sentaient pas en compétence par rapport à un certain nombre d'exigences que l'on a pour eux. Je ne sais pas, moi, par exemple, annoncer une mauvaise nouvelle, annoncer un diagnostic, faire part d'un dommage lié aux soins, évidemment, c'est une situation que l'on peut travailler particulièrement avec ces médecins en difficulté. Donc là, on pourrait imaginer aussi un travail sur mesure, je dirais, orienté sur les difficultés du médecin lui-même. Ça peut être aussi, évidemment, faire face à des situations de violence au cabinet, à l'hôpital, qui sont, je pense aussi, des situations de stress important pour le médecin et qu'il faut savoir prendre en charge. Là aussi, ce n'est pas quelque chose d'inné, je dirais, ou de réflexe de savoir faire face à ces situations. C'est des compétences qui peuvent mieux se comprendre, avoir une attitude réflexive par rapport, une compréhension réflexive par rapport à ces situations pour se sentir en meilleure compétence. Et d'ailleurs, on développe à Strasbourg, mais il y a d'autres endroits aussi, des formations spécifiques autour de, pour les personnels de santé, savoir faire face à l'agressivité et à la violence. Alors, est-ce qu'on a des expériences? Est-ce qu'on a des résultats? Oui, on a quelques expériences, j'en ai cité quelques-unes. Donc, je vous ai déjà parlé de la formation à l'agressivité et la violence, et on l'a mise en place, par exemple, pour nos équipes de soins dans nos services. Et on se rend compte que on a moins de violence dans les services, sûrement parce que les équipes se sentent plus à l'aise, plus tranquilles par rapport à cette situation. Elles y ont déjà fait face en faux, enfin en simulation, mais du coup, ils savent mieux faire, ils savent mieux s'organiser, et la réponse qu'ils vont avoir par rapport à une violence des patients, des familles ou des personnes qu'ils ont à prendre en charge ou de leurs collègues, ils vont les prendre en charge, ils vont s'en occuper, enfin le comprendre différemment et le gérer, enfin on n'aime pas trop ce terme-là, mais le gérer différemment aussi dans leur vie réelle professionnelle. On travaille aussi sur la formation, par exemple, de la rédaction des certificats d'hospitalisation sous contrainte entre les équipes de psychiatrie et les équipes de SOS médecins, pour qu'il y ait là aussi une meilleure compréhension de la position de chacun et de comment les gens peuvent mettre ça en place, enfin, les collègues peuvent mettre ça en place de manière le plus efficace possible pour la prise en charge du patient. Et je pense aussi que les médecins peuvent... Moi, j'ai fait du remplacement de médecine générale il y a longtemps, mais en campagne. Et je dois dire que j'avais quand même eu une inquiétude, c'était de me dire, mais
qu'est-ce que je fais s'il y a une personne qui accouche de manière imprévue? Je n'étais pas formé à ça, et on voit que on peut, au travers aussi de la simulation, et peut-être pour des médecins qui seraient en difficulté particulière par rapport à des situations cliniques dans lesquelles ils ne se sentent, peut-être ils ne l'ont pas non plus bien formalisé ou conscientisé, mais peut-être qu'ils sont en difficulté par rapport à un certain nombre de situations cliniques, qu'on va pouvoir travailler particulièrement avec eux pour qu'ils se sentent plus en compétence. Alors, une attention que j'aimerais souligner, vraiment, c'est qu'on ne peut pas s'improviser formateur en simulation et organiser des simulations soi-même. Je dirais c'est un sous-métier aussi quand même. Et évidemment, c'est comme la psychologie. Je dirais chacun a une vie intime et psychologique. On peut se dire, bah voilà, oui, moi je suis pareil que les autres. Ben non, quand on fait de la psycho, quand c'est notre métier, ce n'est pas du tout la même chose quand on le met en place pour des actions de soins. Bien là, c'est la même chose. Il faut absolument que vos simulateurs, je dirais, si vous mettez en œuvre, eh bien, soient formés à cette pratique particulière. Et donc, la plupart des centres de simulation mettent en place des formations à la simulation. Voilà, alors pour terminer, je voulais vous présenter donc notre unité de simulation en santé qui a été développée à à la faculté de médecine de Strasbourg, et dans laquelle non seulement évidemment on travaille beaucoup tous les gestes techniques, dans énormément de domaines de spécialité, mais aussi on travaille beaucoup la question relationnelle avec de nombreux autres spécialistes d'autres disciplines et de nombreux autres professionnels de santé, les infirmières, les sages-femmes, les kinés, les juristes, enfin les avocats, les juges, etc., la police, pour, par exemple, savoir faire face à un patient, à une personne qui présente, enfin un forcené par exemple qui présente des troubles mentaux. Voilà, donc on a un certain nombre de questions qui sont travaillées autour du relationnel. Je voulais aussi citer la Sofrasim, qui est la société francophone de simulation en santé, qui est la seule société francophone de simulation en santé, qui organise son prochain colloque en avril prochain à Caen. Et pour finir sur une citation, je crois que c'est un peu désolant pour un psychiatre, mais je trouvais qu'elle s'adaptait bien pour la simulation. C'est celle d'un film, je crois que c'est Matrix. Tu verras, connaître le chemin, ce n'est pas pareil que de le parcourir. Et justement, la simulation permet aux personnes de parcourir vraiment le chemin pour être en main au mieux sur le plan relationnel, sur le plan de ses émotions et sur le plan des compétences du savoir-faire.